Audio Jungle. Audio Jungle. Bonjour, bonsoir, mesdames, messieurs, selon l'heure à laquelle vous nous suivez ou que vous soyez dans le monde, bienvenue dans votre émission Droit de savoir. Comme tout le monde le sait, ou presque, la République du Congo, aussi appelée Congo-Brazzaville, devient une république autonome avec l'abbé Fulbert Youlou pour Premier ministre. En 1959, éclatent des troubles à Brazzaville. L'armée française intervient pour remettre de l'ordre. En août 1960, Fulbert Youlou est finalement élu président de la République. Dans le même temps, le Congo accède à la souveraineté internationale et donc devient indépendant. Mais seulement, voilà. 60 ans après, on constate que le Congo-Brazzaville peine à décoller dans tous les domaines d'activité, sinon la vie socio-politique, économique et même culturelle. Tenez, l'eau et l'électricité demeurent un luxe. L'éducation et la santé, qui sont les piliers de développement d'un pays, sont pratiquement à terre. Tous les voyants sont au rouge. Voilà sur quoi repose, bien entendu, notre émission aujourd'hui, Droit de savoir, avec pour invité le gouverneur Jean-Édouard Satou, qui, en fait, est banquier, mais lui aussi a roulé sa bosse dans la politique congolaise. Bonjour, monsieur le gouverneur. Bonjour, Christian Ferrand. Merci d'accepter notre invitation. Je sais que vous êtes vraiment beaucoup occupé, mais aujourd'hui, vous nous consacrez vos minutes tout à fait précieuses. Et dans un premier temps, comme je l'ai dit, vous êtes banquier. Pour ceux qui vous ont connu, bien entendu, et la jeune génération qui va vous découvrir aujourd'hui, on va peut-être revenir sur qui est monsieur Jean-Édouard Satou. Je vous remercie d'avoir pensé à m'inviter à cette émission que j'apprécie beaucoup parce que Merci. Nous ne nous connaissons pas physiquement, nous n'avons jamais échangé, mais Merci. depuis les interviews que vous accordez ou que vous accordent plus exactement diverses personnalités congolaises. Une précision, c'est que je suis plus un militant, j'ai été et je suis plus un militant qu'un homme politique. Je n'ai jamais eu et accepté de responsabilité politique. J'ai estimé que je pouvais rendre service à mon pays en exerçant, des responsabilités conformes à la formation que j'ai reçue. La formation universitaire que j'ai reçu. Cela dit, je n'ai jamais été indifférent à la vie politique d'une manière générale et à la vie politique de mon pays, pour être plus précis. Cela vient sans doute de deux choses. D'une part, de par mon appartenance familiale, parce que je suis le frère cadet d'un des tout premiers ministres du Congo indépendant, à savoir Victor Justin Satou. Monsieur le gouverneur, nous savons également que vous avez pris part, sinon vous étiez présent le jour où avait été créé le Parti congolais du travail. J'étais parmi les membres fondateurs du Parti congolais du travail. Je peux même dire que quand nous avons créé le Parti congolais du travail, nous étions placés au départ par ordre alphabétique et le hasard a voulu que je me trouve entre l'actuel président du Congo, Denis Sassou Nguesso, à ma gauche, et feu, paix à son âme, feu Joachim Yombi Opango à ma droite. C'est-à-dire, comme on nous avait placés par ordre alphabétique, Sassou, Satou, Yombi. Nous étions les derniers de la liste. Voilà. Comme quoi vous vous êtes retrouvé là-bas par hasard. Ce n'était pas une condition. Je ne me suis pas retrouvé là par hasard. Lorsque les changements politiques sont intervenus au Congo après la démission du président, ou le départ, disons, du pouvoir du président Massamba Deba,
je me trouvais en stage à Washington au Fonds monétaire international et je suivais de là-bas, évidemment, l'évolution de la situation politique de mon pays, puisque j'avais laissé mon pays en crise. Lorsque j'ai quitté Brazzaville au mois d'août 1968 pour aller à Washington en stage au Fonds monétaire, j'ai transité par Nairobi où le ministre des Finances de l'époque, Edouard Ebouka Babakas, m'avait envoyé représenter le Congo à une assemblée générale de la Banque africaine de développement. J'ai fait mon rapport que j'ai fait parvenir, mais je ne suis pas retourné au Congo avec l'accord de mes autorités. J'ai rejoint directement Washington pour effectuer le stage de 6 mois, un stage de 6 mois au Fonds monétaire international. Alors, monsieur le gouverneur, vous êtes allé à Washington en stage de formation au FMI sous fond d'une crise qui était, je crois, qui s'est déclarée au Congo. C'était quoi la crise exactement? C'était au mois d'août 1968. Mais la crise avait commencé avant, parce que quand cette crise a éclaté, tout le monde le sait, lorsque la situation politique est devenue difficile, pour le moins, nous avons, à l'initiative de Pascal Lissouba, nous nous sommes retrouvés à 4 pour essayer d'apporter ce que nous pouvions apporter comme suggestion pour résoudre cette crise politique. Et c'est la fameuse lettre du 26 juillet 1968 dont nous n'étions que 4 signataires, c'est-à-dire Pascal Lissouba, Jean-Pierre Tisser-Chikaya, qui nous ont quittés, hélas, Henri Lopez, qui est encore en vie, et moi-même. C'est la fameuse lettre que nous avions adressée au président Massamba Deba pour lui demander de se ressaisir, mais parallèlement à la correspondance que nous avions adressée au président Massamba Deba, les militaires préparaient un coup, enfin un mouvement auquel nous n'étions pas associés ni même informés. Enfin, moi personnellement, je n'étais pas informé, c'est par la suite que j'ai su qu'il se préparait un mouvement politique parce que dans la correspondance que nous avions adressée au président Massamba Deba, l'une des expressions que nous avions employées, c'était de mettre le socialisme scientifique entre parenthèses. Il nous a été reproché de faire une telle proposition et que c'est comme si nous contrarions, malgré nous, en tout cas, pour moi, c'était à mon insu, ce qui se préparait au plan militaire. Mais finalement, c'est le point de vue, disons, la position des militaires qui l'a emporté, puisque le président Massamba Deba a été acculé à la démission. Et celle-ci est intervenue alors que j'étais déjà à Washington au Fonds monétaire international. Le président Massamba Deba a dû quitter le pouvoir et lorsque le mouvement du 31 juillet 1968 l'a emporté en quelque sorte, il a été mis en place, pendant ce temps j'étais à Washington, un conseil national de la Révolution, le CNR. Et à mon retour, puisque j'étais un militant, peut-être mon passé de militant en tant qu'étudiant, il m'a été proposé d'intégrer le Conseil national de la Révolution, ce que j'ai accepté. À la fin de l'année 69, au moins le 26 décembre 1969, j'ai reçu un appel téléphonique d'Henri Lopez me demandant de me rendre au palais parce qu'il y avait une réunion extraordinaire du Conseil national de la Révolution. Quand nous sommes arrivés, en fait, ce n'était pas une réunion du Conseil national de la Révolution, mais une réunion à laquelle étaient invités un certain nombre de cadres du pays et le président du Conseil national de la Révolution, c'est-à-dire le commandant Marvin Gwabi, est arrivé pour nous informer qu'il avait, avec d'autres, ils avaient pensé que le moment était venu pour le Congo
puisque nous avions choisi comme voie de développement le socialisme scientifique, de passer à un stade, de franchir une étape significative et de créer un parti marxiste. Et c'est là où, tout était préparé déjà. Il fallait simplement discuter sur l'opportunité de créer le parti. Nous sommes tous tombés d'accord, moi compris, pour créer le Parti congolais du travail. Et nous avons discuté des textes qui avaient été préparés sur les statuts, la composition du comité central, le bureau politique. Enfin, bref, pendant 3 jours, nous sommes restés au palais du peuple, qu'on a appelé par la suite palais du peuple, c'est-à-dire le palais présidentiel, pour mettre en place les structures du Parti congolais du travail. Alors, pour ma part, j'ai été proposé et j'ai accepté d'être membre du comité central du Parti congolais du travail, mais j'ai fait savoir que je n'accepterai pas d'autres responsabilités que celle-là. À savoir, je ne voulais pas être ministre. Pourquoi est-ce que vous avez mis ces barrières-là? Non, moi j'ai toujours eu comme idée pour moi, c'était de mettre en pratique ce que j'ai appris sur les bancs de l'université, c'est-à-dire être un haut fonctionnaire et travailler en tant que tel, mais pas faire une carrière politique, ministérielle ou autre. Monsieur le gouverneur, on va donc repartir vers les indépendances. Le Congo accède à la souveraineté internationale, je l'ai d'ailleurs mentionné d'entrée de jeu, le 15 août 1960. Étiez-vous convaincu que c'était une indépendance acquise ou c'était un don que vous avez fait? Pour ce qui concerne notre pays, sous le régime de la loi cadre, c'est le Parti socialiste africain de Jacques Opango qui était aux affaires et le parti de Fulbert Yulu dans l'opposition, et ainsi que le Parti progressiste congolais de Félix Chikaya était également dans l'opposition. Par la suite, par un jeu politique dont les leaders de l'époque maîtrisaient les ficelles, puisque la majorité de Jacques Opango ne tenait qu'à un député, le parti de Yulu a réussi à débaucher celui qui faisait, enfin, le faiseur de majorité de l'époque, qui s'appelait Georges Yambo. Georges Yambo était un député élu du parti d'Opango. Avec ce changement de majorité, Opango a été mis en minorité et finalement, c'est Yulu qui l'a emporté et est devenu Premier ministre en 1958 dans le cadre de l'autonomie interne avant l'accession à l'indépendance. Et finalement, bon, il y a eu les événements de 1959 que tout le monde connaît. Probablement les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas. Un petit rappel serait mieux pour nos jeunes qui nous suivent aujourd'hui. C'était quoi exactement? Comment ça s'est passé? Le parti d'Opango n'a pas accepté d'être mis en minorité de cette façon-là. Ce n'était pas à la suite d'élections où Opango aurait perdu la majorité. C'était des jeux politiques, des jeux politiciens. Et c'est ce qui a créé donc ces troubles dont on parle de Brazzaville, les troubles de 1959. Voilà. Alors, et par la suite, on arrive à l'indépendance. Comment ça se passe? Alors, par la suite, Yulu et Opango ont fini par se réconcilier. Lorsque le Congo accède à l'indépendance, Yulu était le président et Opango vice-président. En réalité, c'était une opposition politique, mais d'après ce que j'ai appris par la suite, d'ailleurs, c'était presque une opposition entre guillemets folklorique, parce que il paraît qu'ils se retrouvaient, après s'être affrontés dans l'enceinte de l'appartement, affrontés verbalement, ils se retrouvaient tous les deux que tout ça c'est un jeu politique, mais nous devons bâtir le Congo. Mais malheureusement, il y a eu des morts à la suite des événements de 1959. Mais malheureusement, ils étaient d'accord pour bâtir le Congo.
La preuve en est que en 1963, j'anticipe peut-être, en 1963, tout le monde sait qu'Opango s'est constitué volontairement prisonnier. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quand Yulu a perdu le pouvoir, Yulu a été mis en prison. Et Opango, qui était son vice-président, ne comprenait pas qu'il ne puisse pas non plus être arrêté, puisqu'il partageait la politique de Yulu à l'époque, puisqu'ils étaient ensemble. Donc il s'est constitué prisonnier et il a été mis en résidence surveillée à sa propre demande, par solidarité. Lesquels avaient arrêté Yulu? Mais ceux qui ont pris le pouvoir, les militaires. Je posais donc la question de savoir, étiez-vous convaincu que le Congo était devenu indépendant ou bien c'était juste un transfert de compétences? Je ne sais pas si on peut parler de... Si, tout ce qu'on peut dire du Congo doit s'appliquer aux autres territoires, puisque nous avons évolué de la même façon, aussi bien en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique centrale. Donc si le Congo a accédé à une indépendance véritable, on peut dire la même chose du Tchad, du Gabon, de l'Ubangi-Chari, c'est-à-dire la République centrafricaine actuelle, ou de la Côte d'Ivoire, sauf peut-être la Guinée qui, elle, lorsque De Gaulle nous a donné le choix entre l'indépendance véritable, que nous appelions, nous, étudiants à l'époque, l'indépendance véritable et, disons, ce que nous appelons une pseudo-indépendance, seule la Guinée avait choisi de dire non au projet de constitution proposé par le général de Gaulle et avait accédé immédiatement à l'indépendance dans des conditions difficiles. Cela veut dire que ceux qui pensent que jusque-là, ces pays, en fait, dits indépendants, ne l'étaient pas du tout parce que, en fait, ils posent des conditions telles que la sécurité, l'économie, tout était encore entre les mains de la France. L'évolution que nous avons connue, c'était une évolution par étapes. Même les colonies, je ne parle pas des colonies portugaises, ni même du Congo belge, mais les colonies britanniques, vous voulez dire, ont suivi le même processus, c'est-à-dire l'autonomie interne et ensuite l'indépendance. Et nous aurions pu suivre aussi cette évolution, avec cette différence que, par exemple, un pays comme le Nigeria, qui est le plus grand pays du continent, n'a jamais été morcelé par les Anglais. C'est lorsque des contradictions se sont exacerbées entre leaders du nord et du sud du Nigeria, que le pays, à un moment donné, a éclaté. Mais au moment où nous parlons, le Nigeria est toujours un seul pays. Monsieur le gouverneur, quelle qu'en soit la manière dont le Congo a acquis son indépendance, nous savons également qu'après, il y a eu quand même un régime qui a fait du Congo, en son époque, une référence intellectuelle et économique. Généralement, on nous cite le régime Massamba Deba. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Avant d'en arriver au régime de Massamba Deba, il faut d'abord souligner une chose, c'est que de tous les territoires français d'Afrique noire, y compris en Afrique de l'Ouest, même si le Dahomey a été qualifié de quartier latin de l'Afrique, c'est le Congo qui avait le taux de scolarisation le plus élevé. En fait, le moyen Congo, disons. Donc, lorsque nous accédons à l'indépendance, nous n'avions pas beaucoup de cadres. Il est arrivé un moment où l'abbé Fulbert Yulu s'est entouré des étrangers, pour parler clairement de Français, qui n'étaient pas favorables à notre évolution. Et déjà, Massamba Deba était dans le parti de Yulu. Il était président de l'Assemblée nationale et devant l'évolution du système politique, il n'a pas hésité à prendre position et à en quelque sorte affronter le président de la République tout en étant président de l'Assemblée et donc le membre du parti de Yulu. Et ce qui devait arriver est arrivé. Il a, par là, les positions courageuses qu'il a prises pour stigmatiser la manière dont Yulu gérait le pays, il a acquis, disons, une certaine aura auprès de la jeunesse du pays, et en particulier la jeunesse estudiantine. Et il était devenu notre héros, ça je ne vous le cache pas, il était devenu notre héros et il incarnait pour nous l'espoir pour le moment où nous devions vraiment prendre en main les affaires de notre pays. Il y a eu, là j'étais encore
en France à l'époque. Il y a eu donc beaucoup d'agitation jusqu'à ce qu'on a appelé les Trois Glorieuses, qui ont abouti à la démission de Youlou et à son remplacement par Massamba Deba. Mais dans un premier temps, Massamba Deba était Premier ministre et entre-temps, il y a beaucoup d'anciens étudiants qui étaient rentrés au pays et il a su s'entourer du concours de ces étudiants-là. Tous ne l'ont pas suivi. Tous ne l'ont pas suivi. Pourquoi? Parce que, bon, pour de diverses raisons, il y en a qui avaient des vues peut-être personnelles pour gérer le pays et qui estimaient que c'était à eux et pas à un instituteur, en la personne de Massamba Deba, de prendre la tête du pays. Mais je dois dire qu'il y a beaucoup de réalisations de Massamba Deba qui dataient de Youlou, mais surtout, Massamba Deba a montré la voie que nous devions suivre pour réaliser, pour que le pays puisse se réaliser. Et nous l'avions suivi. Mais pourquoi, malgré ce succès, Massamba Deba sera finalement mise à côté? Là, c'est difficile à dire. C'est difficile de répondre à votre question. Il y a beaucoup de facteurs qui ont joué. Premièrement, il y a le fait que parmi nous, il y en a qui pensaient que ce n'est pas avec Massamba Deba qu'on pouvait... Ah oui, parce qu'entre-temps, Massamba Deba avait mis en place un parti en accord avec tout le monde, en quelque sorte, qui s'appelait le Mouvement national de la Révolution. Le MNR. Voilà. Et il fallait choisir. Moi, j'étais encore étudiant. J'étais donc ici en France. Il y a eu un congrès constitutif du MNR et il fallait choisir une voie de développement entre le socialisme bantou, qui était, dont Massamba Deba était l'héros H-E-R-A-U-T, et le socialisme dit scientifique, qui était le point de vue, la position défendue surtout par les anciens étudiants qui étaient devenus des cadres du pays et qui l'entouraient. Nous avons quand même fonctionné tant bien que mal, le pays a tourné tant bien que mal, avec la mise en place de structures économiques qui pouvaient nous permettre vraiment d'avancer du point de vue économique, des projets d'industrialisation du pays. Il y a eu des structures économiques qu'on a mis en place, mais qui ont failli par mauvaise gestion. Je crois que des structures telles que pour le commerce, on a appelé l'Office national du commerce. D'accord, oui. Et puis sur le plan des produits agricoles, on a mis en place un Office national de commercialisation des produits agricoles qu'on a appelé l'ONCPA. La gestion était si désastreuse que ces deux structures ont reçu des sobriquets. Le FNACOM, on l'appelait maintenant, on fait le com. L'ONCPA était surnommé on ne sait pas. Mais disons, dans leur conception, c'était des structures qui pouvaient permettre au pays d'avancer sur le plan économique. Et Massamba Deba, sous son régime, a signé des accords de coopération, pas seulement avec la France, mais avec d'autres pays, tels que l'Allemagne de l'Ouest. C'est dans le cadre de cette coopération que le Congo a eu la première cimenterie de l'Afrique francophone, qu'on a appelée Sidolou. Parler de Massamba Deba Marengwabi, que s'est-il passé et pourquoi est-ce qu'on est arrivé au régime Marengwabi? Là, il faut maintenant en venir, si vous voulez, à une approche sociologique de la situation de notre pays. Notre pays est composé de groupes ethniques et de régions qui ont peut-être une trop grande conscience de leur personnalité. Et beaucoup ont pensé qu'il n'y avait que des cadres d'une région ou d'un groupe de régions par rapport à d'autres et que pour corriger cette situation, il fallait que ce soit eux qui arrive au pouvoir. La direction du pays. Tout est parti de là. Et dans ces conditions, il fallait faire partir Massamba Deba. Ce qui est arrivé est arrivé. Nous avons mis en place un parti congolais du travail, un parti, je veux dire, marxiste, qui avait pour mission de promouvoir le développement économique du pays, mais qui, en réalité, était surtout la chose, disons les choses, rappelons les choses par leur nom, des cadres militaires du nord du pays. Le Parti congolais du travail était un parti d'élite dans sa conception, mais dans sa pratique, c'était devenu
un parti qui était plutôt entre les mains de, Soldats. voilà, des militaires du Nord. Et on peut penser que c'est à partir de ce moment que le Congo va basculer véritablement dans les crimes politiques, les Ah violences non, les politiques. crimes politiques ont commencé sous Massamba Deba. Hein. N'oubliez pas que je vous rappellerai qu'il y a eu des crimes de sang sous Massamba Deba. Je ne dis pas que c'était inspiré par Massamba Deba, mais c'était à la suite de rivalités entre nous, anciens étudiants. L'assassinat de Poabou, Joseph Machokota, Masweme, Poabou, Matsokota et Maswebe. Nasweme date de février 1965. On ne peut pas dire que c'était des cadres du Nord qui avaient commis ces crimes-là. C'était plutôt des rivalités entre cadres, qu'ils soient du Nord ou du Sud. Et donc le PCT s'installe. Le PCC s'installe. Ngouabi a voulu qu'on fasse la lumière sur les assassinats de 1965. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Sur le plan économique, qu'est-ce qu'on note du régime Marien Ngouabi? Parce que très vite, nous apprenons, je ne sais pas si c'est vrai, qu'à un moment donné, il a voulu se confier encore à Massamba Deba pour que Massamba Deba reprenne. Ngouabi était porté à la tête de la structure qui a été mise en place pour remplacer le MNR, le Mouvement national de la Révolution. Comme c'est Ngouabi qui était, disons, le leader de ceux qui contestaient Massamba Deba à ce moment-là, il a été porté, le MNR a été remplacé par le Conseil national de la Révolution, le CNR, et par la suite, à la création du Parti congolais du travail par le Parti congolais du travail. Mais sur le plan économique, qu'est-ce qu'on peut noter de ce régime? On a essayé de continuer dans la même voie, mais on a échoué, une mauvaise gestion, c'est tout. Parce que une chose est d'avoir des convictions politiques, autre chose est d'avoir la compétence pour gérer les structures économiques. Oui, mais on peut attribuer cet échec à quoi exactement? Est-ce parce que c'était un soldat qui n'avait aucune notion de gestion de l'affaire publique? Est-ce que parce qu'il y a d'autres facteurs? Cet échec-là, Sungwabi, est collectif. C'est nous les cadres congolais, qui avons échoué. Ce n'est pas Ngouabi qui a échoué, mais nous avons tous échoué avec Ngouabi. Mais nous savons également nous savons également que pendant ce règne, il y a eu beaucoup d'intrigues, beaucoup de coups d'État par-ci, par-là. C'était justifié. Se justifie par quoi exactement? Je ne sais pas si c'était vraiment des coups d'État ou des coups montés. Je ne sais pas. Parce que malheureusement pour moi, pendant cette partie, j'ai vécu essentiellement à l'étranger. Quand je suis revenu du Fonds monétaire international, je suis resté 4 ans au pays et je suis sorti. Et depuis, j'ai poursuivi ma carrière à l'étranger. J'ai pris ma retraite à l'étranger. Je suis allé après ma mission. Lorsque ma mission est venue à son terme, je suis rentré au pays pour, disons, informer les autorités du pays que j'avais choisi de vivre en France, mais je n'ai pas la nationalité française. Hein. Je suis un citoyen congolais. Ah oui, je suis né congolais, je mourrai congolais, personnellement. Quel honneur. Et donc, je disais, oui, mais j'ai posé la question simplement parce que nous sommes partis du régime Youlou, Massamba Deba, et là, on notait pas cette affaire des coups d'État. C'est finalement au temps de Ngouabi, s'il faut le dire, sous le régime Ngouabi, que commencent finalement les coups d'État. Et on note d'ailleurs celui, je ne sais pas, banqué par le coup d'État de Kiganga. On a parlé de Diawara, on a même arrêté Bernard Kolela, etc. Et le point culminant, c'est même l'assassinat de Marien Ngouabi, qui va donc donner droit à notre régime Yombi Opango. Alors, vous avez vécu ces événements? Disons, la gestion du pays était devenue vraiment chaotique lorsque les militaires ont pris le pouvoir. Et il est arrivé un moment où Ngouabi a eu, disons, un moment de, je ne sais pas comment appeler les choses, en tout cas où il a compris que nous ne pouvions pas continuer dans cette voie-là
et qu'il fallait nous ressaisir. Et pour lui, la seule manière de nous ressaisir, c'était de remettre le pouvoir administratif au sens politique du terme à Massamba Deba. C'est-à-dire, quand je dis au sens politique du terme, c'est lorsqu'on parle, par exemple, pour les États-Unis, l'administration de Trump ou l'administration bientôt de Biden. Tout à fait. Voilà. Alors donc, pour lui, il fallait changer radicalement de voie. Je le regrette beaucoup, c'était ma position. Il m'avait appelé de Yaoundé, où j'étais, pour me confier d'abord une mission pour aller en Angola. C'est à cette occasion que j'ai pu voir le président Neto en personne. Et de cette mission qu'il m'a confiée, il y avait Gabriel Bokilo qui nous a quittés, il y avait Ange-Edouard Pungui qui est encore en vie, et puis il y avait un autre fonctionnaire. Nous sommes rentrés de cette mission et le 4 mars 1977, comme j'avais d'autres obligations au plan professionnel, je devais rentrer à Yaoundé. Et je suis allé le voir avec les membres de la mission pour lui dire que voilà lui faire un compte rendu verbal. Nous nous sommes répartis la tâche. On devait lui faire un rapport écrit, un rapport de mission écrit. Et que je viendrais alors lui présenter, avec les autres membres de la mission, bien sûr, ce rapport-là. Ça se passe le 4 mars 1977. Il m'a dit, bon, d'accord. Donc, je suis rentré, et il m'a confié à moi qu'il faut que les choses changent. Il faut que les choses changent. Et il nous en dira plus le moment venu. C'est resté plus ou moins énigmatique. Mais moi, j'avais compris personnellement, et je n'étais pas le seul à avoir compris les choses dans ce sens-là, c'est qu'il s'apprêtait à passer le pouvoir administratif au sens politique du terme à l'ensemble des débats, mais qu'il devait garder quand même au plan politique la direction. La direction, oui. Voilà, exactement. Et donc, si j'ai bien compris, la mission qui vous avait été confiée au niveau de l'Angola, c'était dans ce sens-là exactement? Peut-être que c'est confidentiel, hein, je ne sais pas. Mais... Non, c'était sur le plan économique. Il fallait, disons, les structures que nous avions mises en place ne fonctionnaient pas. Il fallait nous ressaisir, il fallait qu'on lui fasse des propositions pour savoir comment revenir sur la bonne voie en ce qui concerne la gestion économique du pays. Il a dû consulter d'autres personnes pour les autres. Il n'y a pas que l'économie pour un pays. Il a dû confier... À d'autres secteurs, oui. D'autres domaines d'activité. Vous n'êtes plus revenu, vous ne l'avez plus rencontré après votre mission? Je suis rentré à Yaoundé et je m'apprêtais. Il fallait que le rapport soit prêt pour que je revienne pour lui remettre. Et malheureusement, c'est là où j'ai appris qu'il a été assassiné. Et ensuite arrive le colonel Joachim Yombi Opango. Oui. Comment est-il arrivé à ce niveau-là, lui qui était soldat? Bon, quand Ngouabi a été assassiné, nous sommes venus, nous qui étions à l'étranger, nous sommes venus aux obsèques et avant d'arriver, nous avons appris que les structures du parti ont été remaniées ou mis entre parenthèses en quelque sorte et qu'un comité militaire du parti avait été mis en place, présidé par le général Yombi. Mais que la période provisoire, disons, avant la mise en place définitive du comité militaire du parti, c'était, je ne sais pas s'il était colonel ou commandant à l'époque, Denis Sassou Nguesso. Mais c'est lui qui a présidé les cérémonies les obsèques du président qui avait été assassiné. Par la suite... il y a eu des exécutions sommaires, ça nous l'avons appris, à des procès, à l'expédition. Mais ça, c'est ce que sur place. Par la suite, mais il n'y a pas eu de jugement à proprement parler, mais par la suite, oui. Mais vous savez, quand des événements comme ça se produisent, on apprend. Voilà ce qui s'est passé. Mais on est au courant de rien. On a les tenants et les aboutissants de tout ça. On est dans l'ignorance totale. Quand je suis arrivé, par exemple, personne n'a pu me dire ce qui s'est passé réellement. On a constaté seulement que le président
a été assassiné. Il y a eu, j'ai dit tout à l'heure, une période où il y a eu vraiment, des tentatives de coup d'État, comme on a dit. Hein, j'ai cité quelques noms. Lequel que vous avez probablement eu beaucoup plus d'informations? Il y a eu le coup d'État de Kiganga, il y a eu Diawara, il y a eu, je ne sais pas si Bernard Kolela aussi était en train de préparer un coup d'État, je ne sais pas, mais après il sera arrêté. Et voilà. Lequel de ces événements que vous aviez vécu, oui, voilà. que beaucoup de ces événements se soient déroulés alors que je suis à l'étranger. À l'étranger. Lorsque le coup de Kolela se produit, j'étais en mission à Madagascar en 69, Kolela. Bon. 70, c'est Kiganga, j'étais en Côte d'Ivoire. 70. 72, c'était le M22, hein, en 72, avec Diawara. En 72, j'étais à Fort-Lamy, enfin, N'Djamena, toujours en mission. Je vous dis, vous allez vous demander quand est-ce que je travaillais. Oui, naturellement. J'étais constamment en mission. Mais enfin, malheureusement, les choses sont passées de cette façon-là. Oui, mais quel sentiment avez-vous eu finalement lorsqu'il y a eu toute cette série de... Mais moi, je n'étais pas dans les services secrets du pays. Donc, un événement se produit, on vient nous rendre compte, nous ne pouvons que accepter la version qu'on nous donne. Bon, pour ce qui concerne Kolela, il semble qu'il ait eu des velléités de participer à un mouvement pour renverser le régime. D'ailleurs, en nous rendant compte, au comité central, Gwabi a eu ce mot pour dire que quelque part, il avait de la considération pour Kolela, puisque Kolela avait eu le courage de dire que jamais il n'acceptera le socialisme scientifique. Donc, il avait le courage de ses idées. Et Gwabi admirait des gens comme ça. Mais néanmoins, il n'a jamais voulu exécuter ou faire exécuter quiconque, d'après ce que je crois savoir. Et pourtant, tout ce monde en dehors de Kolela a été exécuté sous... Avec Kiganga, ce n'est pas une exécution. Voilà ce que Gwabi nous disait au comité central. Que tant que nous nous battons, nous avons de part et d'autre les armes à la main, advienne que pourra. Oui. Mais si on a le dessus sur celui qui porte les armes devant vous, alors pour lui, ça doit s'arrêter là, on le met en prison, on le juge, mais il n'est pas question de l'exécution sommaire. Voilà. Mais pourtant, le cas de Diawara, c'est bien le contraire de ces principes-là. Le cas de Diawara, je n'étais plus au Congo. Le cas de Diawara, c'est en 73. Parce qu'en 72, quand il y a eu le coup de Diawara, je vous ai dit, à Fort-Lamy. On se retrouve, je rentre de mission, c'est Pungi qui était ministre des Finances à l'époque. Nous rentrons et le comité central se réunit, on nous expose la situation et lui, Gwabi, devait venir en France. Mais au comité central, la décision qui a été prise, c'était on n'avait pas encore attrapé Diawara. Il y a des gens qui étaient compromis dans ce coup d'État et qui étaient au parti. Donc, il fallait les juger. Et pour certains, la décision même qui avait été prise, c'était d'exécuter ceux qui avaient participé au coup d'État. Gwabi nous a réunis. La décision qui a été prise, c'était dans ce sens-là. On s'était réunis à l'hôtel de ville. Mais il était accablé par cette décision du comité central. Nous sommes 4, Henri Lopez, Anatole Kondo, je ne sais pas s'il vit encore, Henri Lopez, Ange-Édouard Pungi et moi, nous avons demandé à aller le voir. Il a accepté. Nous l'avons suivi. Nous lui avons dit, camarade président, il ne faut pas en arriver là. Et il était réconforté. Et le lendemain, il devait venir en France. Nous sommes allés à l'aéroport pour le saluer à son départ. Et je me souviens bien. Bon, d'abord,
à la réunion du comité central où on a pris cette décision, je suis de ceux qui s'y étaient opposés, mais nous étions en minorité. Donc, le jour de son départ en France, j'ai échangé avec un haut gradé de l'armée qui me dit « Ah, nous, c'est vous qui avez pris la décision, nous attendons le feu vert du président. Si le président confirme sa position, nous allons procéder à l'exécution de ceux qui avaient été condamnés, mais tant que le président ne se sera pas prononcé, nous n'en ferons rien. Parce qu'on peut condamner quelqu'un à mort, mais lui faire... On l'exécuter. Ça, l'exécuter, et voilà. Bon, donc, il n'y a eu aucune exécution à la suite de ça. Ngouabi a fait son voyage, il est revenu, et puis les choses sont passées comme ça. Et entre-temps, donc, parce que parallèlement, enfin, la vie continue, hein, il y avait des négociations pour le changement de statut de la Banque centrale. Et comme c'est le Congo qui menait ces négociations, on lui a attribué le poste de directeur général adjoint et Ngouabi, sur proposition du ministre de tutelle Ange-Edouard Pongui, a porté son choix sur ma personne. Et donc, je suis parti, je suis venu en France, où était le siège de la Banque centrale à l'époque. Et puis, c'est après que j'ai appris que Diawara avait été livré par Mobutu aux autorités congolaises et qu'il avait été passé par les armes. Passé par les armes. Et finalement, là, vous n'avez plus cherché à savoir d'où venait la décision. Je suppose que la décision a été prise par les autorités. Je ne sais même pas s'il y a eu une réunion du comité central. J'étais ici. En fait, du fait de mon départ du pays, les instances du parti continuaient à fonctionner. Mais je ne participais que lorsqu'il y avait un événement important et je devais donc, j'étais convoqué comme les autres membres du comité central et je me rendais à Brazzaville pour y prendre part. Est-ce qu'il y a eu une réunion du comité central? Je ne sais pas, je ne crois pas. Lorsque Mobutu a livré Diawara aux autorités congolaises. Je crois que c'était une espèce d'échange de bons procédés parce que il faut rappeler qu'en 68, les autorités congolaises ont livré Moulélé à Mobutu. Alors donc parlons de ces régimes, donc de Fulbert Youlou à Denis Sassou Nguesso en passant par Massamba Dieba, Mariam Ngouabi, Ombio Pango, Pascal Lissouba. À quel moment le Congo a commencé à connaître les sérieux problèmes de gestion des affaires publiques? C'est lorsque les militaires sont arrivés au pouvoir. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il est arrivé un moment où Ngouabi a constaté que nous allions à l'échec. Et c'est là où il a pensé que le pouvoir administratif, présidentiel, si vous voulez, le pouvoir devait être partagé, la présidence de la République à Massamba Deba et la présidence du parti à Ngouabi. Donc, nous avons commencé à dériver, si vous voulez, dans les années qui ont suivi le départ de Massamba Deba du pouvoir. Et aujourd'hui, 60 ans après l'indépendance du Congo-Brazzaville, je sais que vous avez pas à pas, puisque vous dites souvent vous êtes à l'étranger, et d'ailleurs, je semble même comprendre que vous avez finalement beaucoup plus vécu, ou sinon à 80% de votre vie à l'étranger. J'ai passé plus de temps à l'étranger, même dans ma vie active, à l'étranger que chez moi. Le pays où j'ai vécu le plus longtemps, en dehors de la France à cause de mes études d'abord, et puis ma responsabilité à la Banque centrale, et maintenant ma retraite, c'est d'abord le Cameroun. J'ai passé 22 ans au Cameroun dans le cadre de ma vie professionnelle. Mais chez moi, dans le cadre de ma vie active, je n'ai passé que 7 ans, de 1966 à 1973 au Congo. Mais même pendant ces 7 ans, j'avais des missions confiées par mon pays, par le gouvernement congolais, ou par la direction de la banque, mais j'avais beaucoup de déplacements à l'étranger. J'ai fait presque le tour du monde, sauf l'Australie. Et donc, quel sentiment avez-vous aujourd'hui de votre pays, le Congo-Brazzaville? Ce que je peux dire, c'est que notre pays a échoué. Moi, je ne suis pas fier de mon pays. Ça, je le dis clairement. Nous avions des atouts
que nous avons gâché. Et je partage en partie cette responsabilité, puisque c'est sous le régime du Parti congolais du travail que nous avons vraiment échoué, et j'ai participé à la mise en place du Parti congolais, à la création même du Parti congolais du travail, dont j'étais membre du comité central pendant des années. Donc, je ne peux pas dire que nous avons réussi, au contraire. Déjà, dans le cadre de ma formation à l'École nationale d'administration, nous devions faire des stages en entreprise. Et comme le directeur général de la Banque centrale à l'époque est un de mes anciens professeurs à Sciences Po, il m'avait contacté pour me demander si j'étais intéressé par une carrière à la Banque centrale. Alors, je lui ai dit que j'étais d'accord, mais que je voulais voir d'abord comment ça fonctionne. Bon, donc, dans le cadre de la formation à l'École nationale d'administration, il y avait un stage d'entreprise. J'ai demandé à faire mon stage d'entreprise chez moi, à la Banque centrale au Congo. Ça s'est bien déroulé. Et lorsque je revenais à Paris pour reprendre la scolarité, à l'époque, on faisait escale, le vol UTA faisait escale à Douala. Donc, on nous a servi un repas. Et à table, j'ai eu à discuter avec des journalistes qui étaient venus pour faire un reportage sur le Congo. Et ce qu'ils m'ont dit n'a fait que me confirmer dans ma position. Nous avions des atouts. Et ça en 1964. C'était encore Massamba Deba qui était président. En 1964. Nous avions des atouts que nous avons gâchés. Nous n'avons pas su mettre en valeur les atouts dont nous disposions au moment où le pays a accédé à l'indépendance. Il y a des pays qui étaient dans la même position que nous, mais qui ont mieux avancé que nous. Ça, je ne le cache pas. Bien naturellement, dans cette période, sinon cet intervalle de 60 ans, il y a un régime qui a beaucoup plus mis du temps, c'est celui de Denis Sassou Nguesso. On va peut-être pas revenir la manière dont ce régime est arrivé au pouvoir, mais dans sa gestion, est-ce que on peut dire quelque chose? C'est quand même 36 ans aujourd'hui qu'il est au pouvoir, avec bien entendu une petite pause entre 92 et 97. Comment appréciez-vous la gestion de ce régime pendant ces 36 ans de règne? Je ne dirais qu'un mot, avec les atouts dont nous disposons et avec la situation que le pays a connue sur le plan économique, nous aurions pu faire mieux. C'est tout ce que je peux dire. Et donc, c'est un échec total. C'est l'évidence. Nous avons échoué. Ça, il ne faut pas qu'on se le cache. Le Congo a échoué. Il y a forcément des responsables de cet échec. Mais s'il y avait un mot à dire, s'il y avait un message, un conseil à donner à ceux qui ont encore les manettes du Congo aujourd'hui en main, que leur diriez-vous? Je leur dirais, puisque l'échec est patent, tout le monde le reconnaît, y compris ceux qui gèrent actuellement le pays, que nous nous retrouvions, comme ça s'est passé en 1992, et que nous mettions tout sur table. Il n'est pas question de culpabiliser tel ou tel, mais d'établir les responsabilités et de voir comment sortir de cette situation. À ce sujet-là, d'ailleurs, si j'avais voix au chapitre, moi, je proposerais qu'on étudie un nouveau code de procédure pour le pays. Et ce code devrait, entre autres dispositions, comporter comme disposition l'abolition de la peine de mort. Je ne sais pas si ça existe d'ailleurs, mais surtout adopter l'inéligibilité de ceux qui ont échoué? Non, adopter une peine que moi j'appellerais indignité nationale. D'indignité nationale, c'est-à-dire? Indignité nationale. Vous pouvez être un peu plus clair là-dessus? Dans la gestion du pays, on établit les responsabilités. Tel qui a mal travaillé est frappé d'indignité nationale et à ce titre, il est disqualifié, suivant l'importance de ses responsabilités, soit disqualifié à titre définitif pour prétendre à un quelconque mandat pour gérer les affaires du pays, soit pour une durée qui peut aller de 10 ans à 15 ans, je ne sais pas moi. Mais pas de peine de mort. Indignité nationale. Vous avez dit que nous avions, sinon nous avons encore des atouts pour développer le pays. Malheureusement, on se retrouve dans une situation aujourd'hui chaotique. Je l'ai rappelé, tous les indicateurs sont au rouge. Le pays, aujourd'hui, court un endettement lourd, qualifié
insoutenable d'ailleurs. Et la misère, elle est là, elle est perceptible. Voilà pourquoi je pose la question. Ouais, Qu'est-ce qui a c'est difficile. empêché le Congo? Je reviens à la même réponse, le manque de maturité. Le manque de maturité. Et pour moi, la solution, c'est vraiment de nous retrouver sans arrière-pensée et mettre tout sur la table et discuter, établir les responsabilités et en tirer les conclusions, les conséquences. Merci, monsieur le gouverneur. Pour l'intérêt de nos téléspectateurs, je rappelle que le gouverneur Jean-Édouard Satou est banquier de formation et de carrière, a resté longtemps au service de l'Afrique et de la République du Congo. Il a été vice-gouverneur de la Banque équatoriale française, dont le siège était au Cameroun, où il a passé 22 bonnes années de sa vie, après avoir occupé le poste de directeur de l'agence de Brazzaville en 1969, en remplacement, bien sûr, du français Alban Griffoul. Jean-Édouard Satou venait là de rentrer de son stage de 6 mois au Fonds monétaire international, le FMI, à Washington, en 1969. Jean-Édouard Satou a fait son entrée à la Banque centrale de l'Afrique équatoriale en 1965, après son passage à l'École nationale d'administration France en 1963. Le troisième Congolais de Brazzaville, bien sûr, a fréquenté cette prestigieuse école après Emmanuel Ndebeka et André Milongo. 12e fils de son père, Martin Satou, dont l'aîné était bien connu à l'époque Youlou. J'ai cité Victor Justin Satou, ancien ministre du Plan et de l'Équipement sous la présidence de l'abbé Fulbert Youlou. Jean-Édouard Satou est aussi diplômé des Sciences Po à Paris en 1962. Il a fait ses études primaires et secondaires premier degré au Congo-Brazzaville, où il obtient son brevet qui lui donne accès au secondaire deuxième degré en France en 1956 au lycée Pierre Dailly de Compiègne. Après la première partie du bac, il intègre le lycée Marcelin Berthelot à Saint-Maur-les-Fossés. Voilà qui nous a fait donc l'honneur de répondre à notre invitation aujourd'hui. Quant à vous, chers téléspectateurs, je vous souhaite bonne et heureuse année 2021, qu'elle soit porteuse de santé, de joie et de bonheur. On se retrouve très bientôt. Merci. Audio Jungle.